La découverte de l'intérieur du continent africain en 18e et 19e siècle, une incroyable exploration racontée par l'historienne Isabelle Surin, qui est l'invitée du Grand Angle. Bonjour Isabelle Surin. Bonjour. Alors, vous êtes donc historienne, spécialiste de l'histoire de l'Afrique et des colonisations. Vous êtes aussi professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille. Et vous publiez donc Dévoiler l'Afrique avec un point d'interrogation, lieu et pratique de l'exploration Afrique occidentale 1780-1880. C'est aux éditions de la Sorbonne. D'abord, comment est née l'idée de ce livre, l'histoire de l'exploration de l'Afrique de l'Ouest au XVIIIe et XIXe siècle? Alors, c'est un livre qui est tiré d'une thèse. Lorsque j'ai commencé à travailler pour ma thèse, je m'intéressais en particulier au voyageur Heinrich Barth, dont on avait retrouvé quelques carnets, carnets qui étaient en allemand manuscrit, vous savez, en Zutterling, qui est absolument difficile à déchiffrer. Je pensais travailler uniquement sur ce voyageur, plutôt pour reconstituer le contexte économique et commercial, politique de l'intérieur de l'Afrique. Et puis finalement, je me suis prise au jeu des récits d'exploration et j'ai eu envie d'aborder les récits dans leur ensemble pour toute cette séquence d'exploration. Alors, au moment où commence votre livre, c'est fin 18e, il y a une carte que vous publiez, enfin qui est dans le livre, on va la voir, la voici, qui date de 1749. Et on voit que la carte, en fait, l'Afrique est pratiquement vide. C'est ce que vous appelez le blanc de la carte. Oui. Parce qu'en fait, les découvreurs portugais, ils avaient contourné l'Afrique et on ne connaissait en fait que les côtes africaines. Oui, non seulement les Portugais, mais à cette époque-là, les Français étaient présents sur les côtes, les Néerlandais, les Ça a commencé par les Portugais. Absolument. Et effectivement, ça, c'est une carte de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, qui est géographe du roi, qui a accès à des informations venues de la Compagnie du Sénégal et qui fait partie des géographes qui revisitent la manière de faire des cartes en refusant de faire figurer sur les cartes finalement ceux qu'on ne sait pas placer avec certitude. Ils préfèrent le blanc on vide la carte de toutes les figures qui les remplissaient habituellement, des bêtes sauvages, des palmiers, etc. Donc c'est pas qu'on ait plus d'informations, mais tout est hypothétique en ce qui concerne l'intérieur de l'Afrique. Vous voyez, des pavés de texte qui servent à dire que là, on est devant une information très hypothétique. Donc effectivement, l'impression, c'est qu'on ne connaît rien, mais même qu'il n'y a plus rien dans l'Afrique. Et certains géographes se prennent au jeu et croient que la carte représente le continent réellement. Pourquoi il a fallu attendre 3 siècles après les premiers découvreurs? Pourquoi à la fin du XVIIIe, tout d'un coup, les géographes sont intrigués et fascinés par l'Afrique? Beaucoup à cause de cette carte qu'on vient de voir, qui est un appel finalement à combler les vides. C'est un appel qu'ont ressenti aussi beaucoup de voyageurs. Caillé nous raconte ça au début de son voyage. Mais les géographes eux-mêmes ont commencé, fin 18e siècle, à considérer qu'il était en quelque sorte scandaleux que ce continent si proche soit pourtant si inconnu au point qu'on n'en sache pas plus que les anciens. D'une part, puis d'autre part, économiquement, il y a des petits changements quand dans cette période, abolition de la traite, qui fait qu'on cherche de nouvelles relations commerciales avec l'Afrique. Donc il y a une curiosité scientifique qui est éveillée, mais qui repose aussi sur un intérêt commercial. Oui, parce qu'il y avait déjà eu avant, il y avait les caravanes de marchands, il y avait les négriers qui avaient parcouru, qui avaient sillonné l'Afrique, mais qui n'avaient pas fait de carte. Mais surtout, ils n'étaient pas européens. Enfin, les Européens n'entraient pas sur le continent. Ils achetaient les esclaves ou d'autres produits sur les côtes. Ils ne restaient que sur les côtes. Ils avaient des comptoirs, en fait. Tout le long des côtes. Pour cette exploration de l'Afrique au 18e, 19e siècle, on peut dire qu'il y a une rivalité, dites-moi si je me trompe, une rivalité franco-britannique. Il y a une véritable concurrence entre l'African Association, qui est à Londres, et la Société de géographie à Paris. Ce sont deux institutions qui vont jouer un rôle central dans votre histoire. Alors effectivement, l'African Association, qui est la première, une association, une société savante, mais aussi un groupement de philanthropes et de gentlemen qui jouent un rôle de mécène au point d'employer eux-mêmes des voyageurs qu'ils vont envoyer à l'intérieur de l'Afrique. Et ensuite, des sociétés d'une génération suivante, dans les années 1820, à Paris d'abord, la Société de géographie, qui, elle, n'a pas les moyens véritablement d'envoyer des voyageurs, donc qui va se débrouiller pour récupérer le savoir de ceux qui sont revenus, et qui va aussi
publié des prix, notamment ce prix pour un voyage à Tombouctou pour l'Européen qui en reviendrait vivant et qui en rapporterait des matériaux. Et, très belle carte, celle-là aussi. Oui. Alors, elle date de quand? Vous souvenez de la date? Alors, celle-là, non, j'ai pas la date en tête. 1813, on me dit. 1813, voilà. Bon. Donc ça a déjà un peu ça a évolué, évidemment. Oui, on connaît quand même quelques... on voit dans l'intérieur quelques limites d'État. Et puis, on a déjà eu le voyage de Mungo Park qui a déterminé le sens dans lequel coulait le Niger, ce qu'on ignorait. Alors, je voulais vous parler de ce Mungo Park, qui est écossais, comme son nom ne l'indique pas. Mais d'abord, sur les sociétés dont on a parlé tout à l'heure, l'African Association et la Société de géographie de Paris, en fait, elles envoient ces explorateurs ou ces géographes, ces voyageurs, avec des instructions assez précises. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Hein. Alors, ils ne font pas ce qu'ils veulent, sauf qu'ils font ce qu'ils peuvent, finalement. Hein. Sur place, oui. Lorsqu'ils reviennent, d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui meurent en route. Hein. Mais effectivement, c'est assez curieux de voir comment les géographes dits de cabinet, ceux qui restaient très sédentaires à Londres ou à Paris, avaient des instructions qui étaient quand même, qui nous semblent assez irréalistes. Vous remonterez le Nil et puis vous traverserez tout le continent autant que possible jusqu'à l'ouest et puis vous déboucherez du côté de la Gambie ou du Sénégal. Aucun voyageur n'a jamais réussi à faire ça. C'était pas possible. Alors on va citer quelques-uns des noms que vous en citez une quarantaine, enfin en tout cas de voyages. Il y a une quarantaine de voyages qui sont répertoriés dans votre livre. Alors il y a des géographes, on en a déjà parlé. Il y a Victor Maltebrun qui est un grand géographe français, fils lui-même d'un géographe. Voilà. Ensuite, il y a James Renell, qui lui est un géographe britannique. Donc ça, c'est les deux, je dirais, des géographes qui ont le plus compté au début du 19e siècle. On a parlé de l'explorateur écossais Mungo Park, je crois que c'est lui, qui serait le premier Européen à Ségou et à Bamako. Donc en fait, c'est un Écossais qui va explorer le Mali. Alors ça ne s'appelait pas le Mali à ce moment-là. Il y avait le royaume de Ségou. Il n'entre pas à Ségou même. Il reste sur l'autre rive du fleuve. Le roi lui interdit l'entrée pour des raisons politiques. Ce qui nous montre aussi que, vous disiez tout à l'heure, ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est surtout les conditions politiques locales, africaines, qui déterminent leur parcours en fait. Ils doivent tout le temps négocier leur trajet avec les chefs d'État locaux parce qu'on est sous souveraineté africaine entièrement. Donc ils ne peuvent pas... Comment est-ce qu'ils rentrent en relation justement avec... Ils sont obligés d'aller se présenter au chef où qu'ils aillent. Dans n'importe quel village, ils vont d'abord voir le chef. Et puis lorsqu'ils entrent sur un territoire, ils peuvent être arrêtés à l'entrée et on leur dit là vous entrez sur les terres de tel royaume où il faut payer une taxe. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Et on les amène éventuellement jusqu'au chef auquel ils doivent faire des cadeaux pour faire allégeance en quelque sorte et obtenir en retour une protection. Il y a donc une véritable dépendance politique à l'égard de tous ces chefs pour pouvoir avancer et déterminer le trajet. Et certains font plusieurs voyages, ils font des allers-retours. Alors, il y en a des allers-retours, c'est-à-dire certains voyages sont un petit peu sinueux, certains reviennent une seconde fois. Mungo Park revient une seconde fois, il perd la vie lors de son second voyage. Oui, il est mort très jeune. Hein. Voilà, Clapperton aussi. Alors, vous avez cité tout à l'heure, il y a deux explorateurs français, parmi beaucoup d'autres, mais que moi j'ai retenu, c'est Gaspard Théodore Mollien. Alors lui, il a une histoire incroyable, c'est qu'en fait, il était, si je ne me trompe pas, sur la Méduse, qui est un bateau, en fait, avant d'être le tableau de Géricault qu'on voit là, qui est un bateau qui a coulé au large de la Mauritanie, je crois. Et il était rescapé de ce bateau et il est parti, en fait, il a remonté le fleuve Sénégal. Alors, il a remonté le fleuve et puis il a traversé un certain nombre d'États, le Fouta Toro, et puis il est ressorti par la Guinée. Donc, il est intéressant par son regard sur justement les formations politiques. Il est relativiste. Il a le souci de montrer à un lecteur français que l'Afrique n'est pas peuplée de sociétés sauvages, mais qu'il y a des organisations politiques qui même organisent bien la police des routes, comme il dit. Il se fait lui-même arrêter à un moment par un chef parce qu'il n'a pas le sauf-conduit qui lui est demandé. Et il trouve ça finalement bon signe, tout à fait normal. Et il a des talents de diplomate parce qu'après il deviendra consul de France en Haïti, je crois. Oui. Après il voyage en Amérique latine aussi. Il faut avancer. Alors il y a René Caillé aussi qui est un personnage intéressant. Il a été le premier, je crois, à Tombouctou. Et lui, il s'est fait passer pour un musulman pour
pour plus facilement se fondre dans la population. Alors c'est vrai que beaucoup de voyageurs se posent la question de la dissimulation de leur qualité d'Européen ou pas. Et il est celui qui choisit le plus de dissimuler, donc au point de se créer une identité factice. Il invente une fable dans laquelle il est un enfant, un Égyptien capturé par les Français de l'expédition de Bonaparte et qui va chercher à retrouver ses parents, ce qui lui permet d'expliquer qu'il ne parle pas bien l'arabe, parce qu'il a été élevé en France. Mais voilà, lui, vraiment, il dissimule complètement ce qu'il est. Il voyage clandestinement, finalement, sous le couvert de cette identité-là. Est-ce qu'on peut dire, Isabelle Surin, que ces explorations, ces voyages ont été finalement au service de la colonisation de l'Afrique par les puissances européennes? Alors, on est obligé de faire une réponse nuancée là-dessus. Bon, bien sûr, on pense à la fameuse phrase d'Yves Lacoste, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. En matière de conquête, il y a quand même pas mal de décennies qui séparent la période d'exploration que moi j'ai étudiée et la conquête proprement dite. Et puis, il s'agit de savoir... En Algérie, enfin, c'était déjà fait en Algérie. J'ai étudié l'Afrique de l'Ouest. D'accord, oui. Il s'agit de savoir si le savoir issu de l'exploration était directement utile à la conquête. Eh bien non, parce que les cartes ne sont pas à la bonne échelle. La cartographie militaire, pendant la conquête, va tout refaire. Ce n'est pas assez précis, en fait. Oui, d'une part, c'est pas assez précis. Oui. Il nous reste 30 secondes. Pourquoi dévoiler l'Afrique avec un point d'interrogation? Alors, bon, déjà, la métaphore du voile, elle est présente dès le début dans l'intérêt renouvelé pour l'Afrique. L'idée que c'est un voile d'ignorance qui couvre l'ensemble du continent et qu'il faut déchirer ce voile, soulever un coin de ce voile. La métaphore se dispose comme ça. Alors, pourquoi un point d'interrogation? Parce que c'est une métaphore employée par les acteurs de l'époque. Et moi, je voulais insister aussi sur la place des sociétés africaines dans la construction des savoirs sur l'Afrique. Et c'est pas seulement l'explorateur qui vient dévoiler, c'est qu'il rencontre des gens qui vont l'accueillir et qui vont avoir un rôle décisif dans tous ces voyages. Merci Isabelle Surin pour comprendre l'Afrique, pour la dévoiler, pour l'explorer comme vous l'avez fait de 1780 à 1880. Je renvoie à votre livre donc aux éditions de la Sorbonne. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le